Alors nous sommes ici devant 5 planches qui ont été déposées par un ingénieur américain, Robert Fulton, auprès de l'Institut de la propriété intellectuelle de Paris pendant la période révolutionnaire 1797 et qui présente le dispositif du panorama. Fulton a acheté le brevet à l'inventeur du panorama, Robert Barker, qui a créé ce dispositif à Édimbourg 10 ans plus tôt, en 1787, lorsqu'il a eu l'idée, se trouvant au sommet d'une colline qui dominait Édimbourg, de représenter l'entièreté de la ville sur une toile circulaire. Il existait des représentations de villes depuis la fin du XVIe siècle, qui étaient plutôt en format allongé, pour donner l'idée de la grandeur de la ville, de sa capacité à se défendre, de la vie alentour. Mais lui, son idée de génie, c'est de proposer une construction circulaire au milieu de laquelle le visiteur se trouvera placé. Donc, Fulton achète le brevet pour pouvoir construire des panoramas. Premier panorama Édimbourg, deuxième Londres, troisième panorama de Paris à Paris, parce que en fait, les villes, on est au début de la révolution industrielle. Les villes s'accroissent énormément sous l'effet de l'exode rural, se construisent dans tous les sens et plus personne ne se repère dans la ville. Et le panorama permet de se réapproprier la ville. Alors pour revenir à ces documents, ils sont vraiment très précieux parce qu'ils nous montrent ce que c'est que ce dispositif panoramique qui va connaître un très grand succès tout au long du XIXe siècle. Donc, Fulton le détaille parce qu'il s'agit de ce dispositif-là et il s'agit de ne pas se le faire voler et que ce soit vraiment ça qui soit désigné comme un panorama. Donc, il s'agit d'un escalier. On a d'abord une structure ronde, un escalier qui est plutôt dans l'obscurité et qui permet d'accéder à une plateforme éclairée par, on le voit ici, les ouvertures, par un éclairage zénithal de jour. On ne peut pas visiter un panorama quand le soleil se couche. Et donc, les visiteurs, les spectateurs se trouvent au milieu du panorama et regardent tout alentour la façon dont le paysage est disposé. C'est une structure illusionniste, c'est comme si on était au milieu pour de vrai. Et c'est une structure aussi totalement immersive parce qu'on est coupé du monde, on est dans cette lumière absolument extraordinaire, légèrement irréelle et en même temps confronté à une réalité illusionniste. Et donc ces dessins sont également intéressants puisqu'il s'agit d'un brevet qu'on achète et il y a cette idée d'exploiter. Et on voit bien que le panorama est une forme un peu hybride. On est entre la peinture, puisqu'on donne à voir une peinture, mais on l'en donne à voir dans des conditions exceptionnelles pour lesquelles il faut payer. Donc on est à la fois comme dans un musée ou dans un salon, on va voir une peinture très spéciale puisqu'elle est immense, mais on y accède comme si c'était un spectacle. Et du coup, le panorama a cette espèce de caractère très ambigu qui va à la fois l'aider, le servir, parce que les gens vont être très curieux de cette nouvelle façon de regarder le paysage ou de regarder l'histoire, parce que très vite, il y aura des panoramas de scènes de bataille, de scènes mythologiques, enfin pas mythologiques, de scènes bibliques, de scènes de l'histoire. Donc il y a cette curiosité pour ce nouveau spectacle et en même temps une espèce de défiance, parce que c'est un peu étrange, les artistes vont être un peu réticents devant ce type de présentation, mais en même temps vont beaucoup s'en inspirer parce que justement, là, on est complètement isolé et puis la lumière qui a été ménagée en plus par l'escalier qui est plutôt dans l'obscurité, quand on la découvre, c'est vraiment très très beau. Donc c'est un spectacle en fait. On va au panorama pour se divertir, pour apprendre. Très tôt également, les personnes qui vont s'occuper de panorama vont dire « mais il faut en profiter pour éduquer les foules ». Et alors du coup, il y a cette idée d'investissement, construction de la rotonde, financement de la toile, parce que pour réaliser une toile de panorama, c'est vraiment des formats qui sont très imposants, 6, 7, 8 mètres de hauteur, une centaine de mètres de circonférence. Il faut énormément de peintres, de gens qui sont spécialisés dans ce type de peinture, et donc on attend un retour sur recette. C'est pour ça que le panorama s'inscrit totalement dans cette période du 19e siècle, qui est celle du capitalisme. On investit,
on veut de la recette, on a des gens qui gagnent un peu d'argent, on veut qu'ils le dépensent dans cet endroit-là plutôt que dans un autre. La plupart du temps, à Paris, les premiers panoramas ont été installés du côté des Champs-Élysées. Il y en avait aussi sur les grands boulevards, là où passent les gens. Et puis l'aquarelle du paysage qui s'étend comme ça à perte de vue avec le costume des gens de l'époque. Tout ça est très joli, très gracieux. Et en même temps, tout ça nous introduit à ce type de structure qui a un statut un peu particulier et qui est véritablement l'ancêtre du cinéma. L'économie du panorama est parallèle à celle du cinéma et le panorama perdra beaucoup, mais quasiment totalement de son importance après l'invention du cinéma en 1895. Les gens vont plutôt se tourner vers la salle de cinéma avec le film au désavantage du panorama qui va péricliter et puis ensuite un peu disparaître. Dans l'exposition, nous avons une photo de Jeff Wall qui est extraordinaire, qui montre le panorama Bourbaki qui se trouve à Lucerne. Et par la qualité de la photo de Jeff Wall, on retrouve cette lumière exceptionnelle. Il faut savoir que quand Turner visite les panoramas à Londres, il change sa façon d'exposer les tableaux. Il fait attendre ses visiteurs dans une salle obscure et ensuite les guide dans une salle complètement éclairée, zénithalement, par le haut. Et là, les gens découvrent ces toiles dans une qualité de lumière qui les surprend parce que comme ils ont été plutôt dans l'obscurité avant, ils les découvrent encore plus. Et ça vient du procédé panoramique. Cet effet de lumière contribue à cette sensation d'immersion dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Et c'est ce qui va tendre le travail de Monet et de son architecte lorsqu'ils vont réfléchir à la façon de présenter le cycle des nymphéas. Le premier lieu qui a été proposé à Claude Monet était le jardin de l'hôtel Biron, actuel musée Rodin. Rodin et Monet étaient très amis et on lui a proposé cet endroit. Il demande à son architecte de faire une rotonde dans laquelle les tableaux seraient disposés de façon circulaire, comme on peut voir ici, avec cet éclairage. L'architecture du panorama est devenue un exercice d'architecte. Par exemple, à l'école des Beaux-Arts, on pouvait demander à un élève de donner des plans et une élévation pour un panorama. C'est rentrer dans le corpus, la typologie des bâtiments potentiellement à construire. Et donc, Monnier connaissait très bien la structure du panorama et c'est la première proposition qu'il fait à Claude Monet, la rotonde panoramique, et on peut le voir dans un plan qui est conservé aux Archives nationales, que nous avons ici dans l'exposition, et qui montre cette filiation entre le panorama de Barker de Fulton et puis la première pensée pour les panoramas. Ensuite, Claude Monet va avoir cette idée de génie. Non seulement il se débarrasse de tout le côté un peu anecdotique, précieux du panorama, pour revenir à l'essentiel qui est juste de la vision pure, et puis il a cette idée de transformer la rotonde en deux ellipses qui forment une espèce de signe de l'infini et dans lequel on peut naviguer sans fin. Et ça, c'est le trait de génie de Monet, de partir de la rotonde panoramique, mais d'en briser les codes pour pouvoir être plus libre et pour pouvoir donner une autre dimension à ces coins de bassin de nymphéas.